dis bonjour à tous et je vous remercie d'être là. C'est le premier événement, la première manifestation organisée par la nouvelle Société des Amis de Paul-Éluard qui vient de se créer et dont la présidente d'honneur est la fille de Paul-Éluard, Cécile Éluard, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui, mais elle a une grosse bronchite et elle n'a pas l'autorisation de sortir, comme elle est très âgée évidemment. Voilà, mais nous sommes là, ces trois enfants, c'est-à-dire moi-même et mes deux frères, Pierre et Michel, qui sont au premier rang, pour la représenter et vous accueillir. Voilà, et vous dire toute l'importance qu'on attache à votre présence et à l'intérêt que vous avez tous, évidemment, pour la poésie d'Éluard. Voilà. Alors, je voudrais remercier d'abord Madame le Proviseur qui nous accueille gracieusement aujourd'hui dans son établissement. Et nous sommes très fiers d'être aussi au lycée Montaigne, qui est un lycée renommé avec d'excellents élèves et certainement aussi parce qu'il y a un excellent proviseur. Je remercie aussi le proviseur adjoint, ses collègues qui nous ont beaucoup aidés avec beaucoup de gentillesse et qui ont fait beaucoup d'efforts et qui ont beaucoup travaillé pour que cette manifestation puisse avoir lieu. Je remercie également, évidemment, les gens qui sont présents. Je vois Madame Azoulay qui représente le gouvernement. Elle est la conseillère culture et communication du président de la République et elle a souhaité être présente pour montrer justement aussi l'intérêt que le gouvernement portait à Paul-Éluard. Ensuite, je remercie les membres bienfaiteurs de l'association qui nous aident beaucoup, et puis tous les membres actifs. Nous en avons besoin de beaucoup pour montrer que l'association a une importance et pour faire de nombreuses choses pour Éluard. J'en parlerai peut-être à la fin très rapidement. Nous voulons participer et organiser la restauration de la maison de Saint-Brice, qui a été la première maison d'Éluard en dehors de Paris, et un certain nombre d'autres choses ensuite. Je crois que j'ai remercié tout le monde, sauf les élèves du lycée Montaigne, que nous sommes très heureux d'avoir, parce que, évidemment, c'est eux et les jeunes de leur génération qui vont lire Éluard, qui vont transmettre aussi sa poésie aux générations suivantes ensuite. Et évidemment, c'est sur eux que nous comptons et nous sommes heureux de les avoir ici. C'est une des raisons aussi pour lesquelles nous avons souhaité faire cette manifestation dans un lycée. Et voilà, je sais qu'ils vont participer tout à l'heure pour certains d'entre eux. Et maintenant, je donne la parole alors à nos amis qui sont ici. J'ai évidemment, je dis tout de suite que nous avons Madeleine Riffaut, qui est une figure héroïque de la résistance, qui vous parlera tout à l'heure de Paul-Éluard, qu'elle a connu très bien à cette époque. Et puis, notre président de séance sera Michel Murat, qui est professeur à la Sorbonne, qui est assis ici. Je vais donner la parole en premier à notre coprésident de l'association des Amis de Paul-Éluard, qui est Étienne Alain Hubert, qui est aussi un professeur d'université, à la retraite comme il dit toujours, mais qui travaille beaucoup, en fait, beaucoup plus, je crois, qu'avant, et qui est un spécialiste de Reverdy, d'Éluard, de Breton et de beaucoup d'autres. Puis ensuite, vous entendrez Irène Lindon, qui est assise à côté, qui est la directrice le PDG des éditions Minuit, qui a publié Le Rendez-vous allemand d'Éluard. Jean-Pierre Siméon, qui a beaucoup d'activités, mais en particulier qui s'occupe du Printemps des Poètes, qui est une grande manifestation chaque année. Puis Nicole Boulestreau, qui est notre coprésidente avec Étienne Alain Hubert, et qui est aussi un professeur à la retraite, dois-je dire. Olivier Barbaran, je vais par ordre, non pas d'importance, mais ils sont assis là comme une brochette, donc c'est facile. Olivier Barbaran a aussi plusieurs titres. Il est inspecteur général de l'éducation nationale, un poste très important.
Et il prépare surtout la nouvelle biographie de Paul Éluard aux éditions Segers. Et Colette Guèche, enfin, qui est tout au bout, mais pas punie, et qui est aussi un professeur d'université de l'université de Nice, qui est à la retraite également, et qui a organisé en particulier un colloque sur Éluard il y a quelques années, qui était très fameux. Voilà, j'ai présenté tout le monde, donc je donne la parole maintenant, je crois, à Michel Murat. Voilà, je voudrais donc remercier Pierre Sarti, vous accueillir tous et vous rappeler que nous sommes ici pour célébrer les 70e anniversaire du grand recueil d'Éluard, son principal recueil de poésie en guerre, Au rendez-vous allemand. Et nous allons entendre la voix d'Éluard par l'entremise des élèves. Donc, je vais appeler les élèves par leur prénom. Grâce à Marie-Laure Bazillot, je les sais. Donc, nous allons commencer. Je vous propose d'écouter tout de suite la voix d'Éluard par le premier poème du rendez-vous allemand. Avis, c'est Juliette qui vient nous lire. Et donc les élèves vont venir ici, je leur donnerai le micro au baladeur, ce sera la solution la plus simple. Voilà. Oui, comme vous voulez, si vous préférez ça. Avis. La nuit qui précéda sa mort fut la plus courte de sa vie. L'idée qu'il existait encore lui brûlait le sang au poignet. Le poids de son corps l'écœurait, sa force le faisait gémir. C'est tout au fond de cette horreur qu'il a commencé à sourire. Il n'avait pas un camarade, mais des millions et des millions. Pour le venger, il le savait. Et le jour se leva pour lui. Bien. Je donne maintenant la parole à Étienne Alain Hébert, dont je dirais simplement qu'il est l'homme qui connaît le mieux la poésie française du XXe siècle, actuellement vivant sur la place de Paris. Cher Michel, vous me terrorisez. C'est vrai, c'est juste. Bon, alors un aveu pour commencer, l'Éluard que je connais, puisqu'on a parlé de ma connaissance de la poésie, l'Éluard que je connais un peu. Non, je sais pas. Non, pas ça. Il n'est pas mangé. Bon, ça va? Non. Bon, ça ne fait rien. Si, ça va. Voilà. Bon, l'Éluard que je connais surtout, l'Éluard que je connais un peu, c'est l'Éluard de la période surréaliste. Et à ce propos, je dois dire que pour moi, la poésie surréaliste, c'est avant tout Éluard dans les années 20, 25, 30, qui, vous le savez, a été le plus proche complice de Breton, avec lequel il y a eu constamment des échanges toujours fructueux, échanges de lectures, échanges d'idées, échanges évidemment de poèmes. Et je crois qu'actuellement, on n'a pas encore mesuré l'importance qu'a pu jouer Éluard dans la vie d'un mouvement qui n'a jamais cessé de s'arrêter. Alors, j'en viens au sujet de notre rendez-vous, c'est le rendez-vous allemand, et c'est un livre auquel je tiens particulièrement, comme j'ai déjà raconté, pardon pour ceux auxquels j'ai déjà dit, c'est un livre qui a pour moi une résonance affective, parce qu'il m'a été offert dans cette petite édition modeste sur papier bleu. Tout à l'heure, nous entendrons parler de la justification de ce papier bleu. Lorsque j'avais 9 ans, 10 ans, par ma mère, qu'il avait trouvé dans la librairie de province, dans la librairie de la petite ville de province où nous habitions. Et c'est aussi l'occasion pour moi d'évoquer tout un climat qui est un climat d'époque. On est à une époque d'unanimité. On oublie un certain nombre des horreurs, ou du moins on en parle de façon plus distante. Les drames de l'avant-guerre sont passés à l'arrière-plan. Par exemple, puisqu'il s'agit d'Éluard, les terrifiants procès de Moscou sont oubliés d'à peu près tout le monde, sauf peut-être d'André Breton aux États-Unis. Et dans cette période d'unanimité qui est précaire, qui ne va pas durer, le rendez-vous allemand est arrivé, si je puis dire, à son heure. Alors, je voudrais
rappeler que la première édition, donc de 1944, paraît à une époque où la guerre n'est pas terminée. Hein. La France est toujours en guerre. La poche de Royan, comme vous le savez, ne sera véritablement reconquise que fin avril, hein, 20 ou 25 avril 1945. Il y a encore des armées françaises qui se battent un peu partout. Et dans ce monde plein de drames, on commence à habiter peu à peu dans cette impression très étrange de découvrir de l'inconnu, du cachet, notamment avec le retour des déportés. C'est au début de 1945 que l'on commence dans les journaux à parler, à entre-découvrir, et encore de façon très imparfaite, très incomplète, ce qu'a été la Shoah. Du reste, comme vous le savez, il y aura peu de monde pour parler de la Shoah, vu l'infime minorité de juifs qui auront réussi à réchapper des camps nazis. Il y a davantage, heureusement, de résistants, de déportés politiques qui reviendront, 25 à 30%, je crois, et ils raconteront des choses, du moins quand nous en avons tous connu, quand ils ne se mureront pas dans un mutisme qui venait de leur profonde conscience qu'il était impossible de raconter l'irracontable. Alors, dans ce climat, donc, va paraître la première édition du Rendez-vous allemand. Alors peut-être qu'on pourrait projeter la page de titre de frontispice ainsi que l'achevé d'imprimer, le justificatif. Alors c'est une édition donc, dont on va pas en parler en 5 minutes avec Madame Lindon, qui est évidemment beaucoup plus qualifiée que moi, et qui est accompagnée, dont les exemplaires de tête sont accompagnés d'une eau forte de Picasso qui présente un éleveur de face. Une vingtaine d'exemplaires, je crois, le justificatif va passer tout de suite après, va vous représenter, va vous indiquer le chiffre exact que je n'ai plus à l'esprit. Alors, cette première édition va être tirée à quelques milliers d'exemplaires. Elle n'aura qu'une faible diffusion dans la France entière, puisque en fin 1944, il y a donc 70 ans, les transports, les camions, les voitures, je pense, sont à peu près indisponibles. Et c'est surtout la diffusion, me semble-t-il, ce sera surtout parisienne. Alors, dans cette première édition, il manque évidemment un certain nombre de textes, les plus légères que la seconde édition. Il manque notamment le grand ensemble qui s'appelle Poésie et Vérité 42, qui avait paru au Pays du Rhône en 1943, grâce à Albert Béguin, qui avait lancé cette entreprise, qui a joué un rôle tellement rayonnant dans la diffusion, non pas de la résistance, mais de l'esprit de la résistance. Et en 1945, en revanche, Éluard va l'ajouter à son édition. Par conséquent, cette première édition, il manque évidemment le poème Liberté. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Éluard a pris soin de faire ce qu'il appelle exactement raison d'écrire, entre autres, et bibliographie. Il a joint un appendice dans lequel il précise les dates de publication, les circonstances, et en censurant, si je puis dire, un certain nombre de noms propres, parce que les résistants, les compagnons dont il parle, sont des gens qui sont emprisonnés encore, ou dont le destin est incertain, ou dont on ne sait pas s'ils sont morts. Et ces noms propres seront évidemment ajoutés plus tard dans la seconde édition, qui paraîtra à un moment où le risque de les compromettre n'existe plus. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que dans cette première édition, grâce à ce supplément, Éluard va ajouter un certain nombre de poèmes, à la fin de cette espèce de bibliographie, un certain nombre de poèmes déjà publiés, qui sont des années 36, 37, 38, et qui ont trait à la guerre d'Espagne. Alors, 3 raisons à cela. Première raison, c'est aussi une façon pour lui d'incarner une sorte de continuité de militantisme. Deuxièmement, on est en 1944, Paris a été libéré, une partie de la France est libérée, pas en totalité bien sûr, et vous savez que chez les républicains espagnols qui sont installés en France, ou surtout chez ceux qui sont dans l'armée, qui sont notamment dans un régiment qui s'appelle le régiment du Tchad, le régiment de marche du Tchad, et
il y a un mouvement puissant, y compris chez ces militaires, d'aller traverser les Pyrénées pour mettre fin à un autre régime, le régime de Franco. Et ce mouvement d'opinion, Éluard le partage, ainsi que le montre la republication de ses poèmes. Et puis c'est aussi une façon pour Éluard, mais à l'époque, je dois dire, dans cette époque d'unanimité, il n'y a pas de... Je dirais presque que cela entre dans une normalité. Il écrit ces trois vers qui vont se trouver à la dernière page des textes du volume. Hein. Mais nos désirs sont moins lancinants dans la nuit, frère, que cette étoile rouge qui gagne malgré tout du terrain sur l'horreur. L'hommage à l'étoile rouge en 1944, donc à la dernière page du recueil. Donc, réorientation du livre vers l'actualité de cette Espagne d'aujourd'hui, hein, grâce à des poèmes d'hier. Alors, la seconde édition, on va passer quelques images. Voici le brouillon du poème Liberté. Alors, voici un mot d'ailleurs sur ce manuscrit. Voici un manuscrit du poème que l'on a entendu, pardon. Le poème À vie. C'est un manuscrit qui est interfolié, qui vient truffer, comme on dit, l'exemplaire de Lucien Scheller. Lucien Scheller était un grand ami d'Éluard, compagnon de lutte, et il a légué à la bibliothèque Jacques Doucet un magnifique ensemble d'éditions rares, de manuscrits, dont un très bel exemplaire, relié par une reliure de Paul Bonnet, avec des manuscrits, dont celui d'Avis. Alors ce manuscrit, je l'ai fait figurer en deux photographies. Une photographie pour montrer la petitesse du fragment de papier, et puis une autre photographie agrandie, où évidemment le texte est plus lisible. Et vous remarquerez que le papier est un papier tout petit, c'est un papier quadrillé, et comme le dit, le rapporte François Chapeau, le conservateur d'alors des bibliothèques Doucet, qui a fait un très beau catalogue de ce dos, le manuscrit, cette copie manuscrite, selon le témoignage de Lucien Scheller, avait été pliée par Éluard afin d'être dissimulé dans une poche lorsqu'il se rendait chez l'imprimeur clandestin. Confidence d'Éluard à Lucien Scheller, qu'il a rapporté à François Chapeau. Voilà ce texte. Alors, on va passer maintenant d'autres images de ce premier exemplaire, de cette première édition. Alors voici le manuscrit, et ce sont des pages d'un exemplaire dont on a connaissance grâce à M. Pierre Dreyfus et à sa famille. C'est un exemplaire d'Éluard, un exemplaire du livre qui a été offert par Éluard à son ami Louis Parrot, qui a joué un très grand rôle dans la résistance des poètes et qui est mort prématurément, qui a écrit des poèmes, qui a écrit de très beaux livres, notamment Le poète et son image, où il évoque Éluard et Reverdy. Et alors, l'exemplaire est orné de dessins, comme Éluard aimait les faire. Il y a également des exemplaires du blason, des fleurs et des fruits, etc., qui sont décorés de ces mêmes figurations en volute, comme sa main aimait à les tracer sur le papier. Alors je crois qu'il y a également, alors voilà, plusieurs pages, et vous verrez à la fin la reliure qui est due à Leroux, qui est un très grand reliure. Et vous voyez que c'est comme souvent des reliures, c'est une reliure tragique avec une figuration sur le second plat, dont le sens ne vous échappe pas. Alors, je vais arriver à la seconde édition, cette modeste édition sur papier bleu, qui va assurer au livre une diffusion extraordinaire. Madame Lindon m'a parlé de plusieurs milliers d'exemplaires, on donnera des chiffres plus précis tout à l'heure, et qui est corrigé. J'ai eu l'exemplaire de la vente de Scheller, comporte notamment des corrections qu'Éluard a faites très consciencieusement sur sa première édition, quelques corrections de texte et surtout des corrections de disposition, parce que l'imprimeur avait travaillé comme il pouvait, hein, c'était difficile de travailler fin 1944, et il y a des blancs notamment qui étaient inopportuns et qu'Éluard, toujours attentif à ce genre de problème, a évidemment revu. Alors le titre est un titre naturellement amplifié, c'est Au rendez-vous allemand, revue, édition, nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée de Poésie et Vérité 1942. Ce qui va valoir au lecteur de 1945 de découvrir le poème Liberté, qui était connu
qui avait été diffusé dans la presse clandestine, qui avait été même parachuté, enfin, sous forme de tract par des agents anglais, et dont on attendait une édition en volume. Alors, il faut ajouter aussi que cette édition s'enrichit de poèmes qui ont épousé le fil du temps. Alors, j'en cite par exemple un, c'est Gabriel Péry, qui a été publié en 13 décembre 1944 pour la première fois, et qui donc avait pu trouver de place dans la première édition, qui est jour anniversaire d'aujourd'hui, le 15. Et puis, je prends un autre exemple, c'est le poème qui s'appelle Les vendeurs d'indulgence, dont le titre, naturellement, a quelques résonances. Il avait été publié le 17 mars 1945 dans les Lettres françaises, et le 17 mars 1945, c'est peu après que, vous le savez sans doute, une pétition d'écrivains et d'artistes avait circulé, avait recueilli environ 70 signatures en faveur de l'écrivain Robert Brasillac, qui était condamné à mort. Alors, ce qui m'a frappé, Éluard, comme d'ailleurs une grande partie d'une opinion de gauche, et comme l'ensemble de la rédaction des Lettres françaises, Éluard est contre la grâce, alors que Camus, Mauriac et bien d'autres avaient joint des voix, d'ailleurs souvent émouvantes, Paulan, en faveur de la grâce de Brasillac, Paulan disant qu'il y avait un temps pour l'oubli. Et voici ce qu'Éluard dit dans son poème, Les vendeurs d'indulgence: ceux qui ont oublié le mal au nom du bien, ceux qui n'ont pas de cœur nous prêchent le pardon. Les criminels leur sont indispensables, ils croient qu'il faut de tout pour faire un monde. Et dans ce poème, il y a ce vers: les femmes d'Auschwitz, les petits enfants juifs. Ce qui nous renvoie très précisément à une phrase particulièrement sinistre de Brasillac, qui avait été abondamment citée dans les journaux et à son procès: il faut se séparer des juifs en bloc et ne pas garder les petits. C'est une phrase que Brasillac avait écrite dans Je suis partout pour réagir à une proclamation de l'évêque de Toulouse contre la rafle du Veldiv. Alors, je ne voudrais pas prolonger cette note elle-même, qui est une sorte d'additif inutile, parasitaire à la note biographique qu'Éluard a lui-même fournie, et je crois que Madame Lindon a des choses beaucoup plus précises et éclairantes que moi à dire sur ce sujet. Pas du tout. Alors, je vais donner la parole à Madame Lindon, mais je voudrais d'abord que nous entendions le second poème. Alors, ces poèmes, nous allons les entendre dans l'ordre de l'édition de 1945. Je ne les ai pas redistribués, donc je vais demander à Chahinez de nous dire le premier des poèmes d'amour en guerre. Les 7 poèmes d'amour en guerre. J'écris dans ce pays où l'on parque les hommes, dans l'ordure et la soif, le silence et la faim. Aragon, le musée Grévin. Un navire dans tes yeux se rendait maître du vent. Tes yeux étaient le pays que l'on retrouve en un instant. Patient, tes yeux nous attendaient. Sous les arbres des forêts, dans la pluie, dans la tourmente, sur la neige des sommets, entre les yeux et les jeux des enfants. Patient, tes yeux nous attendaient. Ils étaient une vallée, plus tendre qu'un seul brin d'herbe. Leur soleil donnait du poids aux maigres moissons humaines. Nous attendaient pour nous voir, toujours, car nous apportions l'amour, la jeunesse de l'amour. Et la raison de l'amour, la sagesse de l'amour et l'immortalité. Merci. Donc, nous donnons maintenant la parole à Irène Lindon. Je n'ajouterai pas grand-chose à tout ce que vous avez dit. Je voulais juste insister sur l'importance qu'a eu et qu'a toujours au rendez-vous allemand pour les éditions de minuit,
en paraissant le 15, en sortant des presses de l'imprimerie Hollard le 15 décembre 1944. Il faut savoir qu'Au rendez-vous allemand était le premier titre que publiaient les éditions de Minuit au grand jour, sortant à peine de la clandestinité quelques mois après la libération de Paris. Alors, cette première édition imprimée par Hollard était ensuite, les feuilles étaient ensuite assemblées et brochées par Yvonne Paraf-Devine dans sa cuisine. On était quand même toujours dans la clandestinité. Alors, cette première édition a été tirée à 5000 exemplaires et s'impose très très vite comme un succès de la poésie de la Libération, et c'est beaucoup, 5000 exemplaires à cette époque, auxquels s'ajoutent 120 exemplaires sur pur fil, dont 20 exemplaires comportaient effectivement une eau forte de Picasso. Alors, voilà, je parlerai brièvement. En confiant ce manuscrit aux éditions de Minuit, Paul Éluard poursuivait le travail qu'il avait fait pendant toute la Résistance. Je veux dire que les éditions de Minuit ont été fondées en 1942 par Jean Brulaire-Vercors et Pierre de Lescure. En 1943, Pierre de Lescure a dû quitter Paris, menacé qu'il était par des arrestations, et il a nommé à ce moment-là Jean Paulhan et Paul Éluard à la direction littéraire des éditions de Minuit pour maintenir l'intégrité de la maison. Ce fut chose faite. Et puis donc, en 1945, les éditions de Minuit ayant une existence officielle, le livre réimprimé avec les 5 poèmes dont vous venez de parler, et effectivement le recueil Poésie et vérité avec, bien sûr, Liberté. Là, l'ouvrage est tiré à 10 000 exemplaires et pour la première fois apparaît sur la couverture l'étoile des éditions de Minuit qui avait été dessinée par Vercors. L'intérieur est bleu. Ce n'est pas pour des raisons esthétiques, c'est parce qu'à l'époque le papier manquait et qu'on avait dû trouver qu'une rame de papier bleu. Et alors, c'est cette édition, voilà, que les éditions de Minuit publient depuis toujours et réimpriment régulièrement, qui est disponible maintenant à la fois dans une édition papier dans la collection de poche double, mais également en version numérique. Voilà. Et donc je vais demander à... Nous poursuivons notre audition des poèmes d'Éluard, au fil du recueil. Je vais demander à Léa de venir dire critique de la poésie, le temps qu'elle arrive. J'en profite pour vous dire, pour signaler en particulier aux élèves que à la fin du grand recueil de 1931 d'Éluard, La vie immédiate, figure un autre poème qui s'appelle aussi Critique de la poésie, et je vous invite à en prendre connaissance. Voilà. Critique de la poésie. Le feu réveille la forêt, les troncs, les cœurs, les mains, les feuilles, le bonheur en un seul bouquet, confus, léger, fondant, sucré. C'est toute une forêt d'amis qui s'assemble aux fontaines vertes, du bon soleil, du bois flambant. Garcia Lorca a été mise à mort. Maison d'une seule parole et des lèvres unies pour vivre, un tout petit enfant sans larmes, dans ses prunelles d'eau perdue, la lumière de l'avenir, goutte à goutte, elle comble l'homme jusqu'aux paupières transparentes. Saint-Paul Rouge a été mise à mort. Sa fille a été suppliciée. Ville glacée d'angles semblables, où je rêve de fruits en fleurs, du ciel entier et de la terre, comme à de vierges découvertes. Dans un jeu qui n'en finit pas, pierre fanée, mur sans écho, je vous évite d'un sourire. Decour a été mise à mort. Nous avons
Vous avez entendu à la fois la poésie et la critique de la poésie. Et maintenant, nous allons écouter un poète, Jean-Pierre Siméon, nous parler d'Éluard comme poète. Je pense que c'est ce que nous attendons. Merci. Oui, écoutez, effectivement, je ne parlerai sûrement pas en érudit, en savant, aussi indispensable soit le savoir brillant dont nous avons été témoins ici. Moi, je vais vous parler justement au nom de mon propre amour profond, personnel, de la poésie d'Éluard. Vous savez, je parle aux jeunes là. J'avais exactement votre âge quand j'ai découvert un livre que j'ai apporté, qui est dans ma poche, et qui venait de sortir. Paul Éluard, dernier poème d'amour, chez Segertz, 1963. Vous voyez, et ce livre-là, il est devenu pour moi un livre de chevet, un livre de poche. J'avais toujours avec moi. C'est pas de la blague. Vous voyez, je l'ai encore. Et j'ai passé des heures et des heures et des heures dans ce livre. Je parlerai du rendez-vous allemand, mais j'ai commencé à découvrir Éluard quand j'avais 14-15 ans. Donc un peu plus jeune que vous quand même. C'était ma passion. Mes copains me parlaient des Beatles, des Pink Floyd, des Chaussettes Noires. Et moi, je leur parlais Éluard. Je vous jure que c'est vrai. C'est-à-dire, comment voulez-vous qu'on ne soit pas à cet âge-là passionné par une poésie, passionné, pris, saisi, par une poésie qui vous dit comme ça, j'étais devant ce paysage féminin comme une branche dans le feu. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas tout d'un coup amoureux quand on vous dit je suis le grand soleil tu es le grand soleil qui me monte à la tête quand je suis sûr de moi. Vous voyez? Ou encore toi, la seule, et j'entends les herbes de ton rire. Moi, quand j'ai découvert ça, j'ai découvert le monde, la vie, l'amour. D'ailleurs, l'amour, la poésie, c'est un titre, je crois, d'Éluard. Et tout Éluard, depuis toujours, a fondé mon amour de la poésie. Je vous le jure, c'est vrai. Oh, Aragon, Breton, Desnos, tout cela. Moi, je vivais avec eux tous les jours. Tous les jours. Ah, je lisais aussi des Tintins, et je ne sais pas quoi, et je regardais des De Funès, comme tout le monde, à mon époque, n'est-ce pas? Mais c'était vraiment ma passion de tous les jours. Parce qu'un vers chaque jour d'Éluard, d'Aragon ou de Zara, moi ça m'éveillait. C'était, je vais vous le dire, avec toute la franchise que je peux me permettre ici, j'étais un bon élève au lycée, mais c'était pour moi de la contrebande. C'était même lire Éluard, alors qu'on faisait des études savantes, commentaires de texte, etc., au lycée, etc. Je le faisais, je le disais, j'étais un élève docile, avec intérêt, je crois, et j'ai appris des choses. Après j'ai continué une carrière, comme on dit, en enseignement, tout ça. Mais mon plaisir de la poésie, c'était ce livre que j'ai dans ma poche. C'était ça, tout d'un coup, qui me faisait vivre. Je savais à ce moment-là qu'on pouvait vivre de poésie. Et alors, vous voyez, Éluard dit ça d'un bout à l'autre. Regardez, même j'ai lu, bien sûr, Rendez-vous allemand, presque au même moment. Mais regardez dans ces poèmes de guerre, ces poèmes, je veux dire, de résistance, toujours l'amour est présent. Parce que toujours c'est l'amour qui fonde son geste humain, son geste politique, son engagement communiste. Tout ça, ça vient d'un amour profond, mais pas un amour bené, pas un amour fade, pas un amour nièvre, aimons-nous, il y a les fleurs, le soleil brille, les oiseaux chantent, c'est pas du tout ça. C'est évidemment un bonheur profond, engagé, un amour fou dont parlait Breton, vous savez, ou l'amour, la liberté dont parlait, l'amour ou la liberté, je crois, parlait Desnos. C'est-à-dire c'est l'amour comme engagement d'existence à chaque instant, donc une exigence extraordinaire. Et quand même, quelque chose comme une insolence, n'est-ce pas? Lui a vécu tous les malheurs. Pensez, les gens de sa génération, ils ont vécu quand même 2 guerres effroyables, parmi les plus effroyables de l'histoire de l'humanité. Il a en plus vécu une jeunesse tuberculeuse, très loin dans un hôpital. Enfin, il a eu plein des malheurs. À 17, 18 ans, 19 ans, je ne sais plus, il est mobilisé, il voit des horreurs, etc. Donc, il faut comprendre que ces poètes-là ont eu tellement à cœur, les surréalistes notamment, de porter l'amour à incandescence comme ça, le porter si haut, c'est, je pense, parce qu'ils avaient justement une lucidité absolument intransigeante sur la chiennerie humaine, sur la violence du destin collectif et sur les malheurs de leur temps et les malheurs de l'humanité en général. Et c'est au nom de ce malheur, vécu, éprouvé, regardez, nous on est bien privilégiés à côté de ça, c'est au nom de ce malheur vécu, éprouvé, que leur éloge de l'amour a du sens, qu'il vibre tout d'un coup comme une vraie objection pertinente. Et alors moi je veux dire que pour des jeunes d'aujourd'hui, je ne vois pas meilleur
antidote à l'atmosphère délétère dans laquelle nous sommes plongés, de défaite, de catastrophisme, de défaite morale, d'abandon, de tristesse, de morosité, d'individualisme, il n'y a pas meilleur antidote que la poésie d'Éluard, notamment les derniers poèmes d'amour d'Éluard. Vous voyez, mais toujours, même les autres, évidemment, ces poèmes de courage, ces poèmes insurgés, ces poèmes debout qu'on entend. Regardez quand il écrit pendant la guerre couvre-feu, magnifique métaphore de tout. Il parle d'un fait, le couvre-feu, fait d'occupation, un couvre-feu. Mais ça finit par quel vers? Nous nous sommes aimés. Je me souviens bien, ça commence, que voulez-vous, nous nous sommes aimés. Hein? C'est-à-dire que le couvre-feu ne faisait que couvrir un feu, et le feu de l'amour, qui lui ne cède jamais. Eh bien, mon amour d'Éluard, il est comme ce feu de l'amour qui ne cède jamais, il ne cédera pas. Merci. Merci pour ce que je n'hésiterai pas à appeler une déclaration. Hein. Et je vais donc, nous allons écouter maintenant Marie et Romary, hein, qui vont nous dire un des poèmes les plus émouvants qu'Éluard est écrit dans cette période-là, le poème qui évoque le sort des femmes tondues pour une collaboration supposée avec l'occupant. Comprenne qui voudra. En ces temps-là, pour ne pas châtier les coupables, on maltraitait des filles. On allait même jusqu'à les tondre. Comprenne qui voudra. Moi, mon remords, ce fut la malheureuse qui resta sur le pavé. La victime raisonnable, à la robe déchirée, regard d'enfant perdu, découronné, défiguré, celle qui ressemble aux morts, sont morts pour être aimés. Une fille faite pour un bouquet et couverte du noir crachat des ténèbres. Une fille galante, comme une aurore de 1er mai, la plus aimable bête. Souillée. Et qui n'a pas compris qu'elle est souillée. Une bête prise au piège des amateurs de beauté. Et ma mère, la femme, voudrait bien dorloter cette image idéale de son malheur sur terre. Bien d'entendre Madeleine Riffaut. Voilà, donc Madeleine Riffaut a été présentée par Claire Sarti tout à l'heure. Nous sommes très heureux et très émus de l'avoir aujourd'hui parmi nous. Elle m'a chargé d'ouvrir la discussion en lui posant quelques questions, ce que je vais faire. Et puis peut-être qu'après, d'autres questions pourront venir de votre côté. Voilà, je voulais d'abord vous demander, Madame Riffaut, vous m'entendez bien? Oui, j'entends bien. Je voulais d'abord vous demander de nous rappeler dans quelles circonstances vous avez rencontré Paul Éluard. Voilà. Tiens, je vais vous montrer de loin quelque chose. Voilà ce que je deviens, un bouquin clandestin, 70 ans après. Il est tout débranché. Voilà ce que devient le rendez-vous allemand il y a 70 ans, signé par Paul. Bon. Qu'est-ce qu'il me dit, monsieur? Dans quelles circonstances avez-vous rencontré? Ah, mais j'ai rencontré très tôt. J'avais 16 ans. C'était en 40, chose comme ça. Et comme Éluard, j'avais chopé la tuberculose. Et la tuberculose, c'était comme le sida dans le temps. Il n'y avait rien pour se soigner. Mais on avait un grand sanatorium réservé aux étudiants à Saint-Hilaire-du-Touvet. Et là, on mourait beaucoup. Mais il y avait une bibliothèque extraordinaire, merveilleuse, magique, et des disques de musique classique, et des gens qui venaient nous faire des conférences. Et moi, mon amoureuse, je suis tombée amoureuse, lui aussi, il était plus vieux que moi, et il a été mon maître en poésie, et m'a dit, tiens,
lis ça. Et il m'a mis dans la main les poèmes de Paul Éluard depuis 1918. J'ai lu tous les surréalistes que j'ai pas vraiment compris, hein, c'était trapu, mais enfin, je les ai lus. Et puis il y en avait qui étaient très simples. Par exemple, Le Feu. Je ne savais pas que ça avait été écrit en 1918. Éluard dit: je fis un feu, l'azur m'ayant abandonné, un feu pour être son ami, un feu pour vivre mieux, etc. Moi, j'ai longtemps cru que ça venait d'être écrit. Non, c'était écrit en 1918. Alors, j'ai connu la poésie d'Éluard à cette époque de la jeunesse où on est très... on imprime facilement tout. J'ai lu les autres poètes, bien sûr. Mais, bon, c'était Paul mon préféré. Et puis, après, ben, je suis entrée dans la résistance avec mon amoureux qui m'a donné le passage pour entrer au réseau, au Front National des étudiants, pas confondre avec le Front National d'aujourd'hui, hein, qui nous ont volé notre cycle. On leur a fait un procès, on l'a perdu. Alors, au Front National des étudiants, de libération des étudiants en médecine, j'étais. Bon, alors là, bon, ben, c'est l'histoire de la résistance. Je ne vais pas vous la raconter. Simplement, je croyais que j'étais là parce que je suis bien la seule personne dans Paris ou ailleurs à avoir reçu les poèmes qui font maintenant le rendez-vous allemand dans la clandestinité pendant qu'on faisait la guerre et qu'on était clandestins nous-mêmes. Et où? À Paris. Bon, alors ça, le monsieur ne m'a pas demandé, mais je réponds quand même. Vous m'avez demandé, monsieur, comment avez-vous accueilli ces poèmes? Eh bien, comme un miroir où nous nous voyons, comme une arme à prendre pour aller plus loin. Ces poèmes nous étaient transmis par toutes les façons du monde. Nous ne savions pas quelle maison d'édition, nous ne savions pas qui était l'auteur. Éluard avait plusieurs pseudonymes. C'était donc très compliqué. Mais les gens comme moi, et comme mon amoureux, disaient: ça serait peut-être bien de Paul Éluard. Ça ressemble à des Éluard. Et on avait raison. Alors, en général, ça se passait comme ça. On vous donne un papier, tout petit, avec un poème dessus, écrit par quelqu'un d'autre, et on le lisait, et après, on le recopiait. Et parce qu'on voulait le garder, on voulait le garder. Alors, on le recopiait, et on le donnait à quelqu'un d'autre. Ou même, comme les tracts, avec un tract anti-allemand, on glisse un poème dans les boîtes aux lettres. Alors, il y avait un immense besoin de poésie. Et nous l'avons eu, ce besoin comblé. Et la RAF, la version anglaise, parachutait sur toute la France avec les armes. Le silence de la mer de Vercors sur papier Bible, des poèmes d'Aragon et des poèmes d'Éluard. Nous avons même eu, nous à Paris, vers la fin, poésie et vérité, sous une forme un peu, enfin, pas comme c'est maintenant. Et puis, on a eu aussi, plein de poèmes qui étaient dans les lettres françaises clandestines.
Alors, il y avait des poèmes qui avaient été édités en Belgique, d'autres qui avaient été édités en Suisse, mais peu importe. Alors, cette poésie nous a aidés à vivre. Et nous avons même reçu, je m'en souviens, ça devait être vers la fin, avant mon arrestation en tout cas, donc fin 43, début 44, un petit livre très joli, jaune je crois. C'était les 7 poèmes d'amour en guerre, imprimés par les presses du maquis du yacht. Faut le faire, hein. Et ils avaient une presse en forêt. Et moi, j'avais très bonne relation avec un poète qui s'appelait Marcenac, qui était dans le Lot. Alors, il m'en a envoyé un bon paquet et je les ai distribués. Alors, ces poèmes nous parlaient de nous et nous disaient que nous avions raison. Quelquefois on doute, vous savez. C'est pas facile. Vous n'imaginez pas maintenant. Et tant mieux, j'ai pas envie que vous imaginiez la vie que nous menions. Nous dormions rarement au même endroit. Enfin, moi j'étais à Paris tout le temps, hein. Bon. Et Éluard était à Paris tout le temps, sauf quelques incursions en province qui n'ont jamais duré plus de quelques mois, en 4-5 ans. Éluard, c'était un Parisien de cœur. Il est resté dans rue de la Chapelle longtemps. Et après, quand même, il a dit il faut bien que la poésie prenne un peu le maquis. Et il est parti du côté de, je ne sais plus où, chez ses amis sans doute. Il n'est pas resté très longtemps, mais il est revenu à Paris. Et puis, tout a été écrit de Paris. Et si vous relisez le Rendez-vous allemand, vous verrez que il est amoureux de Paris. C'est, on disait dans les temps jadis, un prophète ne peut pas mourir ailleurs qu'à Jérusalem. Eh bien, un poète comme Éluard ne pouvait pas vivre et mourir ailleurs qu'à Paris. Ce qui s'est passé. Et moi, j'étais connu. Je n'étais pas originaire de Paris, j'étais né en province, comme beaucoup de gens. Mais j'étais arrivé aussitôt guéri de ma tuberculose pour me jeter dans l'action. Et j'ai pu quitter Paris après, sauf pour aller comme correspondant de guerre au bout du monde. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais les 3 ans que j'ai passé là, et puis j'ai fait l'insurrection parisienne, bon. Et Éluard aussi, il était là. Elle était là. Et il était rue de Tournon à cette époque. Et il a écrit, il a prédit l'insurrection parisienne quand il a écrit Courage, que, comme beaucoup de gens, j'ai eu longtemps après. Et là, et après, quand les éditions de Minuit ont publié le 15 décembre, il y a 70 ans, ce volume, ils ont mis la date 1942. Paris a faim, Paris a froid, Paris ne mange plus de marron dans la rue, Paris s'habille avec de vieux vêtements de vieilles. Plus de malheur encore est imposé aux pauvres. Et il dit, n'appelle pas au secours, Paris. Et tu es vivant, tu es vis sans égal. Et tu vas te libérer, Paris. Paris. Alors là, c'est des fautes, hein, mais je vous dis en gros, fine comme, enfin bon, bref. À la fin, bon, il prédit déjà
la libération de Paris, en 1942. C'était loin de nos espérances. Lui, il l'avait déjà. On a eu ce poème. Bon, enfin, nous nous retrouvions dans cette poésie d'Éluard, dans cette poésie clandestine qui venait en même temps que les autres poètes que j'estime aussi profondément, comme Desnos, Aragon, Sarah et d'autres. Ils venaient nous conforter, et les premiers diffuseurs des poèmes comme celui-là, eh ben c'est nous les étudiants. On a diffusé Éluard avant que les éditions de minuit soient là. C'est nous qui avons diffusé, dans les boîtes aux lettres et partout, et dans le métro, et tout. Alors, on faisait la lutte armée, mais on diffusait aussi des poèmes. Et puis, il ne faut pas croire qu'on était des bonnets de nuit, hein. On rigolait bien, on s'amusait en même temps. Ça paraît incroyable. On pouvait tout faire à la fois. Les études, les rendez-vous clandestins, l'agent de liaison, l'impression des bouquins, on imprimait nous aussi. Bon, et tout. Et puis, aussi, écrire des poèmes, parce que dans mon groupe, comme dans beaucoup d'autres, il y avait au moins 3 ou 4 poètes qui n'ont pas publié après, mais qui ont écrit pendant ce temps-là. Enfin, dont moi, mais moi j'ai publié. Et la poésie, et nous écrivions aussi nos lettres d'amour, et nous pouvions faire tout ça à la fois. Et dans cette poésie du rendez-vous aimant, et l'édition là, il manque, et je comprends pourquoi, liberté et couvre-feu, ils sont là-dedans, dignes de vivre. Ça a paru en 1er juillet 1944, je crois, dans une maison d'édition dont je ne sais pas du tout ce que c'était. C'est un truc, je ne sais pas ce que c'est. J'ai jamais entendu parler. Mais j'ai pu l'acheter. Vous savez, à cette époque, pendant l'occupation, on n'avait rien à lire. Les Allemands avaient tout brûlé, tout ce qui était possible de lire. Ils avaient tout censuré. Les gens, ils s'embêtaient tellement, parce qu'ils n'avaient rien à lire. Ils n'avaient pas de télé à l'époque, pas d'internet, pas de téléphone portable, pas de possibilité de communiquer avec les leurs. Alors, ils avaient envie de lire. Je parle là de gens qui ne résistaient pas, mais qui essayaient de vivre. Vous faire rigoler parce que il y avait, vous avez peut-être entendu parler d'un gros bouquin qui s'appelle Autant en emporte-vent. Eh bien, il avait une cote au marché, les gens le louaient dans les librairies. C'est pas du tout un livre séditieux, hein. Mais ils avaient besoin de lire quelque chose. Alors, moi, je n'ai pas loué, évidemment, autre chose à foutre. Mais, par contre, un jour, je m'embêtais que, je faisais une liaison, je suis passé rue du Val-de-Grâce, il y avait un tout petit magasin, et j'ai vu des gros livres. J'ai été voir, c'était des Bibles. C'était probablement des protestants qui étaient là. Et je me suis dit, bon sang, j'ai jamais lu la Bible. Eh ben, il y a de quoi faire, hein, c'est gros. Bon, je l'ai acheté. Et puis, après, je me suis mise à lire alternativement les poèmes clandestins et la Bible. Et dans la Bible, j'ai lu Isaïe.
Et c'était le moment où je voulais passer à la lutte armée. Parce que les autorités de la résistance qui ont, sous Jean Moulin, en 1943, avaient déjà unifié le mouvement, les FTP, où je voulais entrer les francs-tireurs, étaient fusionnés avec l'armée secrète. Bon, et on nous demandait de multiplier les actions armées dans Paris au grand jour pour pouvoir donner aux Parisiens l'envie de se lever un jour. Quand on leur dirait « c'est le jour J, levez-vous ». Bon, c'est possible. Alors on a commencé un peu, et moi je voulais, alors je lis Isaïe, et il dit des trucs, je ne sais pas par cœur, mais enfin il dit si tu délivres ton pays, des bottes, tout ça, si tu délivres tes copains, enfin il dit pas les copains, enfin non, si tu risques ta vie pour faire briser les chaînes, bon, la nuit de ton combat sera soleil de midi. Oh, me dit celui-là, il parle bien. Je suis allé voir mon chef, je lui ai dit, j'entre dans la lutte armée. Ah bon? Bah oui. Il a vu, j'étais tellement déterminé, et il m'a envoyé voir un type qui pouvait m'embaucher. Et ce type-là, quand il m'a embauché, je lui ai dit, il n'a rien compris. Je lui ai dit, Victor Hugo a écrit, je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. L'année dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Et moi, j'entre dans le parti, parce qu'il fallait être communiste pour entrer au franc-tireur à cette époque. C'est la faute à Isaïe. Il n'a rien compris du tout. Mais il m'a dit, bon, ma petite fille, je sais, tu es volontaire, mais écoute, bon, tu peux renoncer encore. Au début 1944, après les fusillades en masse des Manouchians, le poète Manouchian, cet homme immense qui dirigeait la main-d'œuvre immigrée, la Moille. Vous avez vu l'affiche rouge? Jamais? Demandez qu'on vous la montre. Ils ont tous été fusillés. Et notre chef, qui était un Hongrois, plus français que bien les Français, il était fusillé aussi. Donc, j'ai bien compris que la lutte armée était décapitée à Paris au moment où précisément on n'en avait plus besoin. Alors, c'est pour ça que je suis allé voir. Bon, alors le type m'a dit, écoute, en ce moment, les Allemands se méfient maintenant, après ce qui est arrivé, avec Manouchian et compagnie, qui en ont tué beaucoup. Ils sortent du Cadiz, c'est très difficile, et à vrai dire, un groupe de francs-tireurs armés secrètes actuellement, il a une durée de vie de 5 mois. Il y en a même qui disent de 3 mois. Ça voulait dire, dans 5 mois ou plus, tu seras mort. Bah, bon, on était très déterminés, il n'y avait pas de problème, on est en train. Mais on était animés par toute cette poésie dont on avait besoin. Et alors, moi je dis, j'aurais énormément de choses à dire, mais vous me posez des questions. Mais enfin, bon, le service que la poésie nous a rendu après, quand nous avons été arrêtés, en prison, torturés, enfermés dans des
ni tard. Ben, moi je ne voulais pas parler, je n'ai pas parlé d'ailleurs, mais pour oublier ce que je savais, je me récitais des poèmes à moi toute seule, dans ma tête, et je connaissais Éluard par cœur presque. Même maintenant, je peux vous dire, nous n'avons jamais commencé. Nous nous sommes toujours aimés. Et parce que nous nous aimons, nous voulons que la lumière perpétue des couples brillants de vertu et des couples cuirassés d'audace, parce que leurs yeux se font face et qu'ils ont leur vie, leur but dans la vie des autres. Ben, quand vous récitez ça en prison, déjà ça va mieux. Bon, et puis à force de se réciter les poèmes des autres, on oublie les secrets militaires. On se fait un lavage de cerveau. Et quand beaucoup plus tard, j'ai rencontré M. Raymond Aubrac, que j'ai en admiration totale, parce que lui, il a continué à faire ce que je fais aujourd'hui, en beaucoup mieux, jusqu'à 97 ans, et il est mort le soir. Bon, il m'a dit, je vais te dire un truc, quand j'étais chez Barbie, je me suis récité des poèmes, je ne savais pas que j'en savais tant. Ah, toi aussi? Oui, moi aussi. Pourquoi toi aussi? Bah oui, évidemment. Ah bon? Et alors, quand vous parlez d'une femme déportée, par exemple, qui a maintenant 93 ans, elle dit à la télé, ben, moi quand j'étais à Ravensbrück, j'avais un espace de liberté parce que je me suis mise à écrire des poèmes. Beaucoup de détenus écrivaient des poèmes. Pendant qu'on écrit un poème, on ne pense pas à ses misères. Et puis, la poésie, c'est la liberté. Tous ces innombrables poètes n'ont jamais publié. Souvent, ils ont écrit des choses qu'un connaisseur en poésie aurait peut-être dit c'est pas très bon. Mais pas forcément. Moi, j'en découvre tout le temps. Hein. Voilà. Le rôle de la poésie nous a... la poésie nous a aidés. Voilà. Et on se passait, donc je dis ça, après je vous laisse la parole, quand parce que j'ai peur d'oublier, c'est pour ça. Il y a des phrases du rendez-vous allemand qui sont passées dans le langage courant et qui sont valables pour maintenant. On dit « toujours vit l'espoir sur terre ». Ou bien « au feu la mort ». Ou bien notre lampe soutient la nuit comme un captif la liberté. Et pour un journaliste que je suis devenu, j'ai été au bout du monde, j'ai fait toutes les guerres. Bon, moi je m'étais fait une devise. C'est « je dis ce que j'ai vu, ce que je sais, ce qui est vrai ». C'est dans quoi? C'est dans les arbres de la douleur. Bon, maintenant, écoutez, à vous. Hein. Merci de nous avoir rappelé que la poésie, c'est la liberté, et aussi d'avoir attiré notre attention sur le caractère si parisien d'Éluard. Je vais appeler ici Arsène, qui va nous dire, dans un miroir noir, un très beau texte qui parle justement du moment de la libération de Paris, des traces de balles sur les murs de la rue de la Chapelle. Arsène. Oui, mais il était retournant. Dans un miroir noir, auréole fourmillante, des jours
du plus beau mois d'août, dans un quartier surpeuplé. Auréole de nos voeux, scintillante d'impatience, chaude de notre colère. Dans la rue de la Chapelle, une façade d'école, grêlée, éthérée de balles. Les seules fleurs de la rue, blanches, de chair épargnée, sur les murs de la misère. Toutes les pensées écloses, tous les yeux pour y voir clair, sur les murs enfin sensibles. Dans la rue de la Chapelle, sur les murs enfin marqués par une empreinte vivante, par le désir d'être libre. Merci. Si vous permettez, je vais me donner à moi-même la parole puisque je suis aussi universitaire, donc je change de casquette pour un court moment et quelques réflexions sur cette poésie. Je partirai de deux remarques principales, deux choses à dire. La première part des titres, de ces deux titres. Au rendez-vous allemand, qui va englober, comme on vous l'a dit, Poésie et vérité 42. Poésie et vérité, c'est le titre d'un recueil de Goethe, d'un livre de Goethe, Dichtung und Wahrheit. Un titre allemand qui est transformé en français et inscrit dans l'histoire par la date de 1942. Réunis dans le volume de 1945, les deux titres nous parlent de quelque chose. Ils nous parlent d'une heure de la vérité, de la poésie. Et ils nous parlent aussi d'une communauté des poètes. Une communauté des poètes. Ces poètes sont liés entre eux par une exigence éthique, celle de l'honneur des poètes, le recueil collectif de la poésie clandestine qu'Éluard va rassembler en 1943. Mais je voudrais d'abord parler un peu du rendez-vous allemand. C'est une expression un peu étrange. Rendez-vous allemand, il faut se rappeler qu'il aurait pu y avoir un rendez-vous russe. Il a failli y avoir un rendez-vous russe. Il a été impossible à cause du pacte germano-soviétique en 1939. Et cette formule, au rendez-vous, indique deux choses. Elle parle à la fois d'une direction, il faut aller vers quelque part, la poésie doit mener quelque part. Et elle indique aussi un lieu. En 1922, Max Ernst avait peint une grande toile sur laquelle il représentait les membres du groupe Dada et surréaliste. Cette toile s'appelait « Au rendez-vous des amis ». Et puis, allemand, c'est ici un adjectif. Ce n'est pas le rendez-vous avec l'Allemagne, c'est le rendez-vous allemand. Allemand, c'est la couleur du temps, la couleur gris et vert, habillé de vert, habillé de gris. C'est un adjectif qui fait écho à d'autres livres. Le livre que Jacques Rivière, le secrétaire de la Nouvelle Revue Française, avait écrit à la fin de la Première Guerre, après 3 ans de captivité, qui s'appelait L'Allemand, et qui était un portrait caricatural du génie ou du désastre de la mentalité allemande. Et puis, à la même époque, Camus écrit des lettres à un ami allemand, en 1943-1944. Éluard aussi avait un ami allemand. C'était Max Ernst. Mais dans le cas du rendez-vous allemand, il ne s'agit pas d'un dialogue entre des âmes d'élite. Il s'agit en fait d'être au rendez-vous. Il y a un geste très simple à comprendre, c'est celui qui préside au poème Liberté. Liberté, vous le savez peut-être, était un poème d'amour. Ce poème d'amour a été converti en un objet susceptible d'être inscrit sur les murs. Écrire ton nom, liberté, c'est le geste du graffiti. C'est le geste de l'inscription sur les murs. Le poème d'amour est retourné et inscrit dans l'histoire, sur les murs. Voilà, la deuxième chose que je voudrais dire concerne le rapport entre guerre et paix. Éluard avait participé aux 2 guerres. Il avait été soldat dans la première, puis muté dans l'infirmerie pour raison de santé, mais il a fait cette première guerre. Il l'a vécue, il en a une expérience directe. Et dans la première guerre, à la fin de la première guerre, il avait écrit 2 livres. L'un s'intitule « Le devoir et l'inquiétude ».
et l'autre, Poème pour la paix. Les poèmes d'Éluard, ceux de la Première Guerre et ceux de la Seconde Guerre, ne sont pas exactement des poèmes guerriers, ni même des poèmes politiques, à la différence des poèmes d'Aragon. C'est des poèmes qui émanent d'une morale du devoir. Je sais que c'est un mot qui est difficile à entendre aujourd'hui, mais c'est bien ce mot-là. Un devoir qui est d'abord un devoir de haine et de vengeance. La haine et la vengeance sont des devoirs. L'épée qu'on n'enfonce pas dans le cœur des maîtres et des coupables, on l'enfonce dans le cœur des pauvres et des innocents. C'est ça, la morale de la haine. Mais en même temps, et c'est ça qui rend ces textes si beaux et si émouvants, en même temps c'est un devoir plein d'inquiétude devant l'ambivalence des forces que l'on suscite. Je citerai celui-là qu'on ne cite pas souvent, mais la douce chatte installée dans la vie, comme une perle dans sa coquille, la douce chatte a mangé ses petits. Comment peut-on faire pour que le thème du poème qui s'intitule « Le poème hostile » et qui évoque les maîtres, ces maîtres qui sont dévorés par la haine, comment faire pour que le poème hostile ne soit pas lui-même dévoré par la haine? Comment faire pour haïr, puisqu'il faut haïr pour combattre, sans être dévoré par la haine? C'est pour ça que le texte, c'est à des questions comme celle-ci que le texte qu'on a entendu tout à l'heure, Comprenne qui voudra, répond et parle. Comprenne qui voudra, moi mon remords ce fut. C'est ça qui compte, cette manière de rapporter la question à soi. Moi mon remords ce fut. La malheureuse qui resta sur le pavé. Et écoutez la manière dont le poème coupe, dont le vers coupe ces petits éléments. C'est ça qu'il faut écouter. Voyez aussi le très beau texte écrit pendant la guerre lorsqu'il était à l'Asie. Il y a un très beau texte qui donne la parole aux femmes folles. Voilà, j'ai presque terminé. Chez celui, je dirais, qui se rend au rendez-vous allemand, le devoir et l'inquiétude, la haine et le remords se combattent. Le poète a fait son choix. Il continuera, Alain Hubert le rappelait, il continuera de se dresser contre ceux qui voudraient faire la part des choses. Mais la poésie, elle, ne veut pas le savoir. La poésie, elle dit simplement, on a tué un homme, un ancien enfant. Et les ennemis lui sont indifférents. Mais elle sait, elle connaît ce qui est le bien et le mal. Voilà, bon, c'est un peu solennel, mais je vais appeler donc, il faut que je retrouve, appeler Victoria, voilà, qui va nous dire justement un de ces poèmes de guerre qui sont en fait des poèmes pour la paix, des poèmes d'amour, le troisième poème de Le même jour pour tous. Le même jour pour tous. Elle riait autour de moi elle était nue. Elle était comme une forêt, comme une foule de femmes autour de moi, comme une armure contre le désert, comme une armure contre